Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors, je souhaite tout d'abord te souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Qu'elle t'apporte la santé si tu ne l'as pas déjà. Et si tu l'as, eh bien, que tu la gardes. Car on se rend bien compte dans les temps dans lesquels on vit que la santé, c'est quelque chose de fragile. Alors, après la santé, bien sûr, eh bien, il y a les amours, le travail, dans l'ordre que tu le souhaites. Et puis aussi, l'inspiration photographique. Alors c'est vrai que depuis un peu 2 ans maintenant, eh bien, il y a comme un petit diablotin qui essaie de nous mettre des bâtons dans les roues en ce qui concerne l'inspiration. Et puis on n'a pas forcément le moral à prendre des photos, pas forcément le moral à sortir quand on peut sortir, etc. Donc j'espère que 2022, eh bien, elle va pouvoir te donner une recrudescence, comme on dit. Voilà, que tu vas avoir envie de sortir et je vais faire tout ce que je vais pouvoir faire, tout mon possible, pour justement, eh bien, essayer de pousser ton inspiration et t'amener à sortir de chez toi, sortir de ton canapé, sortir devant ton ordinateur et prendre ton appareil photo et à retrouver cette passion que tu as peut-être senti, en fin de compte, faiblir dans les 2 dernières années. Alors, il est toujours intéressant de se retourner et de voir ce que l'année précédente a donné. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2020, eh bien, on ne l'a pas vu passer. Voilà, c'est vous. 2021, on s'en est rendu compte que l'année passée, mais au moment où on s'en est rendu compte, eh bien, c'était un petit peu tard, on arrivait à la fin. Pour ma part, tout n'a pas été si mauvais que ça en 2021. Certes, j'aurais bien voulu venir en France. Ça fait quand même 2 ans que je ne suis pas venu. J'aurais bien voulu, ne serait-ce que pour voir ma famille, mais aussi eh bien, organiser les stages photos. J'en ai de nombreux qui sont en attente. Voilà. Donc ça, c'était quand même très dommage. Mais heureusement, j'ai pu quand même organiser mes stages ici en Écosse et on a passé d'agréables moments. On a vu des scènes et des couleurs et des lumières extraordinaires. Et dans les semaines qui vont suivre, tu auras l'occasion de voir certaines des clichés que j'ai pu capturer lors de ces stages photos. Mais il n'y a pas que ça aussi en 2021. En 2021, eh bien pour moi, ça a été la concrétisation de 2 rêves, 2 projets que j'avais en arrière-tête, en arrière-plan depuis plusieurs années. Et puis je mettais toujours ça sur j'ai pas le temps, etc. Alors peut-être merci Covid, voilà en passant. Merci Covid de m'avoir donné l'opportunité de prendre le temps et de faire ce que j'avais envie, ou du moins besoin de faire depuis tant d'années. Je veux bien sûr parler des 2 formations. La formation de la maîtrise de l'impression, qui me tient extrêmement à cœur, que j'ai pu sortir donc il y a presque 1 an de ça, le 20 janvier. Et puis ensuite, le guide pratique de Photoshop pour les photographes, aussi un projet tellement important qui me paraissait comme une montagne. C'est ça le problème avec les projets, c'est que plus tu les laisses mariner, eh bien plus ça devient en fin de compte des montagnes presque insurmontables. Et à un moment donné, eh bien, il faut se donner un petit coup de pied dans le derrière et se dire maintenant, allez, j'y vais et je le fais. Et justement, ça me permet de rebondir parce que j'espère que d'ici la fin janvier, bien que janvier est très chargé, mais j'espère que normalement, que d'ici la fin janvier, eh bien, la 3e formation qui me tient à cœur va enfin sortir. Je veux parler de la formation de Lightroom. Voilà. Alors ça, c'était pour 2021, un petit peu de 2022. Mais il y a des choses en 2021 que j'ai faites et que tu n'as pas vues. En l'occurrence, certaines vidéos. Alors pourquoi tu ne les as pas vues? Parce que j'ai pas forcément eu le temps, voilà, toujours pris avec d'autres choses, etc. Entre les mariages qui se sont un petit peu tous regroupés, quand la fenêtre des confinements s'est ouverte et d'un seul coup, j'ai eu beaucoup de choses à faire en même temps, et ce qui m'a obligé en fin de compte de mettre tout ça de côté. La vidéo d'aujourd'hui et les vidéos qui vont suivre, ce sont des vidéos justement que j'ai enregistrées il y a plusieurs mois de ça. En l'occurrence, au mois de mai. Si tu te rappelles bien, il y a quelques mois de ça, j'ai sorti une vidéo d'une photo maudite, une photo qui m'a pris plusieurs années pour pouvoir la capturer. Ça se passait dans les Highlands. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche en haut. Et lors de cette vidéo, et lors de cette expédition photographique, eh bien, j'ai eu l'occasion d'enregistrer d'autres vidéos, justement. Et aujourd'hui, eh bien, tu vas voir la première partie de ces vidéos. Au départ, j'avais prévu de faire une seule vidéo et de te mettre tout ça. Mais bon, tu as l'habitude que mes vidéos sont assez longues, mais là, on allait tomber aux alentours de 2 heures, 2 heures et demie, et je trouvais que ça faisait un petit peu trop long. Et du coup, j'ai décidé de diviser tout ça en 3 parties. Ça tombait bien parce que c'est 3 photos. Donc, 3 photos, 3 parties. Ça tombe bien. Aujourd'hui, donc, on va voir la première partie. Et le sujet, tu l'as vu dans le titre, c'est le premier plan dans une photo. Voilà, c'est quelque chose que tu m'entends râler à de nombreuses occasions, lors des revues, lors des concours photos sur la Photo Avenue. Mais je ne dis pas
que ça n'a pas de valeur de mettre un premier plan. Le tout, c'est qu'il faut que ça ait une raison, voilà, que ça se justifie. Pour en savoir plus, eh bien, je te propose de voir la vidéo. On se retrouve bien sûr à la fin de cet enregistrement sur le terrain pour bien sûr voir ce que ça a donné une fois devant l'ordinateur. Allez, à tout de suite. Alors je suis sur un sommet à côté de Glencoe dans les Highlands en Écosse où j'ai passé la nuit pour faire une photo au lever du jour. C'est ce que je t'ai montré dans la vidéo précédente. Alors dans cet épisode, comme je te disais en intro, j'ai envie de me concentrer sur des photos dans lesquelles on va injecter volontairement un premier plan dans notre composition. Si tu suis cette chaîne et que tu es un habitué des revues mensuelles, tu m'as entendu la plupart du temps critiquer les photos qui ont un premier plan. C'est pas que j'ai quelque chose contre le premier plan en soi, c'est simplement que si tu mets un premier plan comme n'importe quel autre élément dans ta composition, il faut que ça se justifie, il faut qu'il y ait une certaine harmonie entre le premier plan et puis ce qu'il y a derrière. Si c'est pour mettre un premier plan juste pour faire un effet, du style tu mets un caillou devant et tu dis tiens j'ai mis un caillou, ou bien tu as mis une fleur devant mais ça n'a aucun lien avec ce que tu as derrière, ça ne marche pas. C'est la même chose que pour le ciel, si tu nous mets une tonne de ciel dans ta photo et que ça ne se justifie pas, ben c'est sûr que ça ne va pas marcher. Alors là, l'avantage que j'ai, c'est que ici, sur cette chaîne de montagne, il y a ces gros rochers, comme le rocher sur lequel je suis assis. Et j'ai trouvé que ces rochers-là eh bien, pouvaient bien aller dans une composition avec ce qu'il y a derrière. Comme ce qu'il y a derrière, c'est un paysage absolument magnifique, hein. J'ai vraiment de la chance d'habiter ici. Et je me suis dit que ça marchait très très bien. Parce que par exemple, alors là tu ne peux pas très bien le voir bien sûr avec forcément avec la GoPro, mais on a une sorte de butte comme ça qui remonte. Et je trouve que la forme de certains rochers sont assez intéressants. Là il y a des rochers qui remontent vers la montagne en face. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez harmonieux. Alors pour te montrer un peu ce que je trouve d'intéressant, je vais simplement faire quelques prises comme ça pour que tu puisses voir. Alors attends, hop, je vais réactiver mon viseur. Voilà. Ok, alors, je vais te montrer ce que je trouve intéressant. Comme ceci, on va pas faire attention à l'exposition, hein. C'est juste, voilà. Tiens, tu vois une première photo là, qui est assez intéressante, je trouve. La relation entre les rochers de devant et ce qu'il y a derrière, ça fonctionne bien. Ensuite, si on se déplace un petit peu, eh bien là, c'est pareil, hein, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi avec ce petit rocher de devant. On continue notre tour. Et alors là, je vais prendre un petit peu plus large, comme ceci, là. Et là, tu peux voir qu'il y a effectivement ces rochers se marient bien avec la montagne derrière. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est un panorama pour capturer tout ça. Parce que si je prends par exemple, là je suis sur le R5, j'ai le 15-35 mm, et si je m'amuse à prendre le 15 mm, qui est mon plus large. Alors, si je me mets comme ça, là, eh bien, grosso modo, ce que j'aimerais capturer, c'est pratiquement ça, là. Hop, comme ceci, et voilà. Et tel qu'on voit là, la problématique, c'est que les montagnes qui sont derrière, eh bien, elles sont quand même assez loin. Et donc, je me dis que faire un panorama, eh bien, ça va me permettre déjà de changer ma focale. Et en changeant ma focale, eh bien, je vais pouvoir compresser l'arrière-plan et ramener ces montagnes et gagner en hauteur. Donc, je pense que ça pourrait être sympa. Alors, il y a des chances du coup que je le fasse d'ici. Je vérifie. J'essaie de trouver quelle va être ma focale. Là, je suis à 35, hein, 35 mm. Je tourne pour voir ce que ça donne. Alors, on s'arrêterait là. Ce que je me demande, c'est où est-ce que je vais tourner en fin de compte? Où est-ce que je pense que là, la seule difficulté que je risque d'avoir ici, c'est... Non, c'est bon. Apparemment, je ne vais pas avoir le flou devant. Voilà. Et je pense que ça devrait le faire. Alors, on va se mettre ici, c'est à peu près à ma hauteur. Alors, je vais prendre le trépied. On va essayer de reproduire cette hauteur-là. Je pense que 2 sections, ça devrait être sûrement assez. Voilà, peut-être une 3e pour l'arrière. Tu vois, l'avantage quand même d'avoir ces pics, hein,
Là, regarde, tu vois, d'avoir ces pics-là, c'est un régal dans le terrain écossais, vraiment. C'est vraiment super. Alors, hop, là, je vais peut-être remonter un poil, juste un poil. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Ensuite, la tête de trépied. Alors, c'est vrai que, bon, je te ferai soit une série, soit un épisode sur le panorama. Mais tu vas voir, mon setup il est assez particulier parce que je vais faire un panorama incliné et j'ai besoin de faire quelque chose de particulier afin de garder, de m'assurer que je suis bien à l'horizon. Mais je rentrerai dans les détails dans le cours sur le panorama. Alors, hop. Très bien, ça c'est fait. Ensuite, alors, je vais vérifier que tout est bien droit. Alors, j'espère que est-ce que tu vois bien comme ça? J'ai envie de presque te déplacer. Tiens, je pense que je vais te déplacer. La vue est belle comme ça quand même, hein, mais peut-être... Voilà. Comme ceci. Je pense que ça le fera peut-être un petit peu mieux. Alors, j'en étais à l'horizon. Faisons l'horizon. Hop, m'assurer aussi bien l'inclinaison avant-arrière que l'inclinaison droite-gauche. Voilà qui est fait. Maintenant, je peux retirer mon appareil. Et je vais mettre l'autre partie de ma rotule, ou du moins ma deuxième tête. Comme ceci, voilà. Ensuite, je vais pouvoir mettre l'appareil que je vais mettre à la verticale. Donc, il me faut ma plaque en L. Je le dis à chaque fois, mais si tu ne sais pas de quelle plaque en L j'utilise et pourquoi, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. Voilà. Hop. Alors, avant ça, je vais utiliser un autre accessoire qui se trouve dans une autre poche. J'ai tellement de choses dans mon sac, il est tellement chargé que c'est pas forcément facile. Alors, ce quelque chose, c'est quoi? C'est un rail nodal. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi j'en ai un, mais là, je ne vais pas forcément l'utiliser pour des raisons de parallaxe, mais c'est plus pour pouvoir mettre mon appareil dessus. Voilà. Hop. Ok. Alors. Ouais, seulement je ne l'ai pas mis correctement. Alors. Alors j'essaie de comprendre pourquoi je suis pas droit. Ah oui, je suis pas droit parce que je l'ai mis à l'envers. Voilà, il y a un sens, je comprenais pas.
Hop, voilà. Là, maintenant, je suis droit. Ok. Alors, la problématique, c'est le soleil aujourd'hui, hein. C'est le soleil. Je vais être obligé d'utiliser ma cape, je pense. Ok, alors, pour la composition, qu'est-ce que ça donne? Je suis à 35 et je ne vois rien, je ne vois absolument rien. Il faut que j'utilise ma cape. Je suis désolé, tu ne vas pas me voir, mais c'est pas grave. Ce qui est plus important, c'est que j'arrive à voir quelque chose. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais désactiver l'affichage du viseur. Je vais uniquement laisser l'écran. Voilà qui est fait. Alors, je reviens droit. Alors, je suis en train de vérifier ce que ça donne au niveau de la composition, voir si j'ai envie de réduire le ciel. Je pense que je vais réduire un petit peu le ciel. Voilà. Et du coup, ce que je fais, c'est que je suis en train de juger par rapport à la photo à la montagne la plus haute. Voilà ce que je suis en train de faire. Alors, si je te fais une photo là comme ça, juste pour que tu puisses voir, je vais désactiver également la stabilisation. Si j'arrive à la voir, je ne trouve pas le bouton, décidément. Voilà, si. Alors, et j'ai quelque chose devant l'objectif. Alors, voilà, c'était simplement ma cape qui était pas bien placée. Alors, là, je disais que je voulais te montrer ce que ça donnait. Au niveau du ciel, voilà, tu vois ce que ça donne. Donc j'ai assez d'espace un petit peu en haut, mais grâce à l'inclinaison. Et au niveau de l'inclinaison, je suis à peu près à 1, 2, 3, 4. Je suis à 4 degrés, voilà, 4 degrés d'inclinaison. Je vérifie si c'est effectivement le cas. Apparemment, oui, c'est ça. 4 degrés. Donc, je vérifie ce que ça donne à partir d'ici. Voilà, là. Au niveau de, voilà, je pense que ça va être bon. Au niveau de l'exposition. Alors, au niveau de l'exposition, là, je ne vais pas me mettre à F14. Je n'ai pas besoin d'être à F14. F13. F13 pour avoir assez de profondeur de champ. La mise au point va être la plus difficile, en fin de compte, à faire. Ce que je vais faire, c'est je vais me mettre en mode manuel. Voilà. Parce qu'en me mettant en mode manuel, je vais pouvoir vérifier ce que ça donne, la mise au point. Et j'ai le focus picking qui s'affiche et donc du coup je peux mieux juger de ce que ça donne. Alors bien sûr, appuyer sur la simulation pour fermer le diaphragme, pour voir si effectivement j'ai dû hop. Là, apparemment, je suis à peu près à 0,4, entre 0,4 et 0,6. Et ça semblerait n'être jusqu'au bout. Je vais faire une photo rien que pour voir. Et je zoome. Non, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Alors j'étais à l'infini. Hein. Tout à l'heure, je t'ai dit à 0,5, 0,4, mais en fait, pas du tout. J'avais la ligne d'horizon qui était entre 0,6 et 0,4 et c'est ça qui me posait le plus de soucis.
Alors, c'est sûr qu'en étant à l'infini, ça n'allait pas fonctionner. Voilà, là, là maintenant, je suis effectivement à 0,6. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le porte-filtre parce que ça va me bloquer la cape et ça va être beaucoup mieux. Alors, le porte-filtre, dans quelle poche? Il est évident que à faire un panorama, je ne vais pas utiliser le filtre polarisant, mais le filtre gradué, il y a quand même beaucoup de chances que je l'utilise. Voilà, alors... Et je vais utiliser, voilà, celui-ci. Là. Comme ceci. Je vais fermer aussi d'autres pressions de la cape pour éviter qu'elle vole un petit peu moins. Ah, tout ce qu'il faut faire pour simplement prendre une photo. Alors, je vais me mettre en mise au point manuelle, ce qui va me permettre de mieux juger au niveau de la profondeur de champ, parce que c'est pas forcément évident ici. Le sujet est quand même relativement proche. Alors, avec le focus picking, j'arrive à voir, mais bon, 0,6. Si je fais une photo ici, je vais regarder ce que ça donne. Alors, je vais la reprendre. J'ai peur que ce soit un peu juste tout ça. Je vais avoir vraiment un souci. Je vais avoir un souci parce que la montagne de derrière va vraiment pas être des plus nettes, c'est évident. Et le sujet au plus proche, il est ici. Voilà, là, on s'y rapproche. Hein. J'ai l'impression qu'ici, là, ça devrait le faire. Je prends juste une photo rien que pour vérifier. Comme ceci. Ce que je veux vérifier, c'est devant et derrière. Alors, je ne sais pas si j'ai bougé. Il y a des chances que j'ai bougé. Hop, je vais la reprendre. Alors, regardons justement ce que ça donne. Est-ce que... Non, ça le fait pas du tout. Hein. Ça le fait pas du tout. Malgré ce que m'indique le focus picking. Donc, si je fais ça là, regardons. Voilà, là, ça me paraît net. Et au fond, le fond, c'est pas le plus net possible, c'est sûr. Mais bon, c'est l'arrière-plan et il est relativement loin. Donc je pense que ça pourrait le faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la télécommande. Voilà, à chaque fois, je fais l'erreur de mettre la télécommande après avoir tout mis, ce qui n'est pas le plus simple avec la plaque en L. Là, je vérifie si ça fonctionne. Oui, c'est bon, ça fonctionne, il y a un bon contact. Alors, je vais m'assurer d'avoir la télécommande à l'intérieur, sous là. Et puis, ce qu'il va me falloir, je crois, c'est un filtre. Alors, je vais vérifier l'exposition. Je vais déverrouiller
l'axe de rotation. Alors, où est-ce que ça va être le plus lumineux? Il va peut-être me falloir pas grand chose, hein, vraiment pas grand chose. Ce que je vais faire, je vais désactiver le manuel, la mise au point manuelle, tout simplement pour ne pas avoir le focus picking de visible. C'est très ennuyeux, je trouve, d'avoir ce rouge là qui s'affiche. Voilà. Et peut-être en fait compte, j'ai pas besoin de filtre, hein, il semblerait. Je regarde. Ah si, un petit peu. Alors, un petit peu, là, je suis à 35, un léger. Je vais utiliser le médium. Le médium de 2 arrêts. Voilà. Le médium de 2 arrêts. Et ça va me légèrement baisser la luminosité dans le ciel. Ça devrait être intéressant. Voilà. Alors je fais attention. Hop. Sûrement obligé de refaire la mise au point après. On va vérifier. Alors, que je positionne ce filtre correctement. Et comme on fait un panorama, il faut que je fasse attention à ce que le filtre soit positionné pour l'élément le plus haut. Voilà. Et je pense que ça va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Au niveau des exifs, alors je suis à 1/60 de seconde, f13, ISO 100. J'ai déjà paramétré, parce que j'ai fait d'autres photos tout à l'heure, j'ai déjà paramétré la balance des blancs manuellement. Pourquoi? Pour éviter qu'elle change en fin de compte durant la série. Voilà. Et je pense que ça devrait être pas mal du tout. Je vais prendre juste une photo ici. Je vais m'assurer que dans cet angle-là, au niveau de la netteté, ça va aller. Déjà, je m'aperçois que l'exposition, ça ne va pas aller. L'exposition, ça ne va pas aller. Voilà, c'est trop lumineux. Et c'est dommage. Parce que si je m'amuse à baisser pour ici, eh bien, je vais être trop bas sur cette montagne-là. Alors, du coup, si je raffiche la photo pour que je puisse la juger, ok, j'arrive à voir à quel point c'est lumineux, effectivement. Je vais faire du bracketing. Obligé, hein. Ça c'est l'inconvénient du panorama ici. Je ne peux pas avoir un filtre séparé pour chacune des photos. Ça serait pas bon au final. Alors là, ce que je vais faire, je vais utiliser que deux clichés. J'ai pas besoin d'autre chose. Et un arrêt. Oh, je vais même faire un peu plus qu'un arrêt. Un arrêt et un tiers. Voilà, je pense que ça devrait aller sur uniquement deux photos. Si je fais un test ici, ça donne quoi? Eh bien, celle-ci, il n'y a pas de voyant. Alors, à 100, voilà. En fait, c'est très bien. Celle-ci, je vérifie les exifs parce que je ne les vois pas. À 160, c'est effectivement bon. J'ai pas de problème de luminosité. Et à 60, j'ai pas de problème de luminosité maintenant. Alors ça a dû changer un peu ou parce que j'étais pas dans l'angle. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? À 160, un petit peu en haut, et à 60, effectivement cramé. Donc c'est très bien c'est très bien ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais partir un petit peu plus large, hein, toujours prendre un petit peu plus large quand on fait un panorama. On veut s'assurer que alors hop, ce bouton il m'embête. Voilà, on va s'assurer qu'on ait assez d'informations. Voilà, ici, et je vais le prendre donc de là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo noire comme ceci, comme ça je sais le début de ma série. Et alors là, on commence avec 1/60e, 1/160e. Voilà, je me déplace, voilà, 60e, 160e. Ok, je me déplace, 60e,
160e. Ok, je me déplace. Et en fait, je m'arrange à ce que les photos se chevauchent par un tiers. Voilà. Alors, ça y est, j'ai fait toute la série. Je regarde ce que... Et j'ai fait tomber mon micro encore une fois. Pas simple de travailler dans le noir. Désolé pour le son. Alors, maintenant que j'ai ça, ce que je veux voir, je veux regarder ce que ça donne. Ça me semble pas mal du tout. Hein. Ça me semble pas mal du tout. Alors, ce que je veux vérifier maintenant, c'est la netteté. Alors ça, c'est toujours le plus délicat, hein, de vérifier la netteté sur les photos. Parce qu'on est obligé de zoomer dessus beaucoup. Et des fois, on a des surprises. Alors, c'est vrai que la montagne tout au loin, ici, là-bas, elle me paraît un petit peu juste quand même. La plus proche, il n'y a pas de souci. Mais alors, c'est vrai que les autres au loin, eh bien, écoute, elles seront loin, quoi. Donc, je pense que ça, c'est pas mal. Alors, on va voir ce que ça donne après au studio. Une fois qu'on a pris tous ces clichés, on les a mis ensemble. Mais je pense que la composition est vraiment, vraiment intéressante. Alors j'espère que tu as apprécié cette première partie sur le terrain. Je dois dire que ça fait quelques jours que je passe à éditer les vidéos faites durant cette journée et je me prends en pleine figure tous ces souvenirs vraiment du mois de mai, un mois de mai très froid avec aussi bien la nuit passée à des températures négatives dans la tente et puis ensuite le lendemain avec le vent gelé et puis l'après-midi avec ce changement de lumière constant avec la neige qui est tombée, etc. C'était vraiment extraordinaire. Alors, maintenant, je te propose de regarder ce que j'ai pu faire justement avec les clichés obtenus. On est dans Lightroom et les dernières choses qu'on a faites dans la première partie, ça a été de générer du coup notre panorama, ou du moins les clichés qui vont nous permettre d'obtenir le panorama. Et on a fait deux panoramas, un panorama lumineux que voici, voilà les clichés, les 5, et ensuite un panorama foncé que voici. Alors, si on regarde donc le lumineux et le clair, voilà ce qu'on obtient. Voilà. Alors si tu te demandes pourquoi ils n'ont pas la même taille, c'est simplement des options différentes que j'ai testées au moment de la fusion. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien les deux expositions. Et je dois dire que j'ai même été jusqu'à faire un panorama HDR en combinant les deux. Et ça m'a donné cette version-là. Et cette version-là, eh bien... j'ai trouvé qu'elle n'était pas si intéressante que ça au niveau luminosité. Elle ne me réglait pas mon problème en haut à droite. Et puis, bon, elle m'éclaircissait des parties ombres, certes, mais je pouvais les récupérer très facilement avec les fichiers du R5. Voilà. Donc, du coup, eh bien, j'ai décidé de rester sur la version la plus sombre. Curieusement, c'est quelque chose qui m'arrive souvent de faire. Hein. Je prends deux versions lors de mes panoramas ou des autres photos et puis en fin de compte, je me dis tiens, je vais peut-être faire du bracketing en pensant pouvoir utiliser les deux versions si besoin. Et puis généralement, j'en choisis qu'un. Hein. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs pour la première vidéo que j'avais faite du matin où on avait capturé cette fameuse photo maudite. Voilà. Donc là, si on regarde la photo obtenue, donc c'était celle-ci, au sortir du panorama dans Lightroom, et à partir de ce moment-là, il y a une question qui se pose quand même, c'est au niveau du cadrage. Alors, j'ai fait quelques traitements quand même dessus à partir de ce moment-là. Ça a été le cadrage et puis un peu de luminosité. Alors, je saute les étapes, on arrive ici à la luminosité. Voilà, on a certes un petit peu de cramé en haut à gauche, mais on va traiter ça plus tard. Mais je dois dire qu'il y a une question qui se pose au niveau du cadrage. Voilà. Alors si on met cette version-là et une version où en fin de compte on aurait raboté un petit peu le bas, mais on aurait gardé toute la largeur de notre panorama. Et regardons ça. Je t'avouerai que j'avais quand même un petit peu de doute au moment où j'ai traité ces photos. C'est parce que j'ai mis les deux versions. J'ai mis les deux versions et principalement, on va dire celle-ci. Et quand j'ai montré cette version-là à ma fille Sky et puis à mon épouse,
La première réaction qu'elles ont eue était très intéressante parce qu'elles m'ont dit « Ah ouais, mais superbe, on voit vraiment toute la Seine, ce devant de Seine et puis cette vallée ici sur la droite, on voit le Buccal c'est le nom de cette montagne ici, et puis les autres, vraiment c'est assez grandiose. » Et puis ensuite, je leur montre donc l'autre version ici. Elle me dit ah, c'est un peu serré, c'est dommage, voilà, c'est un peu coincé sur la droite ici. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il ne faut pas oublier, en fin de compte, le choix de conception du départ, la composition. Si je raffiche cette photo-là, elle me plaît, certes, elle est intéressante, mais j'ai un problème avec cette version. Le problème, il est que le sujet n'est pas ce sur quoi l'œil finit par se poser. Quand on regarde cette photo, eh bien certes, on voit ces rochers, la relation qu'on peut avoir avec le relief derrière, très bien, hein, c'était voulu. On va un peu sur la gauche ici, c'est un peu lumineux, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir le regard qui part sur la droite dans cette vallée. Pourquoi? Parce que dans cette vallée ici, on a un spot de lumière qui est entouré par les ombres. Et du coup, ça nous fait un contraste qui appelle notre regard. Or, je n'ai pas envie que le spectateur de cette photo se focalise sur la partie droite de la photo. Non, le sujet, c'était la relation de mes rochers devant avec le relief des montagnes derrière. Et non pas cette vallée là-bas où il y a cette rivière qui part. Donc c'est pour ça que le cadrage que l'on voit ici, eh bien c'est le cadrage qui a du sens par rapport au choix de conception et de composition que j'avais fait au début. Voilà. Et quand une fois que j'ai expliqué ça à ma fille, à mon épouse, elles m'ont dit bah oui bien sûr, voilà. Donc peut-être que tu as ce déclic de oui bien sûr. Tu me diras ça dans un commentaire. Alors si on revient donc dans le module de développement, donc j'ai cette version là et maintenant eh bien il faut que je l'envoie dans Photoshop pour faire les différents traitements. Il faut que je gère quelque chose au niveau du ciel, etc. Bien sûr, avant d'aller dans Photoshop, j'envoie ça dans mon outil qui gère la netteté et le bruit de mes photos. Alors ici, je n'ai pas de bruit, mais la netteté, je pourrais en avoir davantage. Bien que j'en souffre pas honnêtement, hein, quand on regarde ici et qu'on est à 100%, on a une belle qualité, le temps que ça charge, je ne sais pas à quel point ça se voit dans la vidéo, mais j'ai bien des bons détails, etc. Mais on peut mieux faire grâce aux outils que j'utilise de la série Topaz. Si tu ne sais pas de quoi je parle, eh bien j'ai fait une vidéo déjà quand je me suis mis à utiliser ces outils il y a à peu près 2 ans de ça maintenant, ou 1 an de ça, en même temps que le R5. Et va voir la vidéo si tu ne connais pas. Si ça te plaît, eh bien teste gratuitement ces logiciels. Et si tu as envie de les acheter, eh bien n'oublie pas d'utiliser le coupon et le lien dans l'article blog. Tu auras 15% d'économie. Ça sera déjà ça, voilà. Alors, j'envoie ça. Ici, j'ai choisi de ne pas l'envoyer dans Denoise, tout simplement parce que j'ai pas de bruit. Je l'ai envoyé dans Sharpen, qui est donc l'outil qui se focalise sur la netteté. Alors, j'ai envoyé ça dans Sharpen et ensuite, je suis allé dans Photoshop. Et quand on est dans Photoshop, on est là. Alors, si on zoome, tiens, pour regarder, regarde au niveau de la netteté, c'est vraiment très, très intéressant. Hop, je suis sur quel outil là? J'ai pas envie d'être sur cet outil-là, on va le mettre ici. Là, regarde, ici devant, aucun souci. Hein. La bonne netteté, de la texture. Attends, hop, il me l'a bougé, j'avais pas envie. Je vais revenir sur ce calque-là. On a de la bonne netteté sur les rochers, dans l'herbe. À l'arrière-plan, c'est pareil. On est quand même à 138% ici. Hein, donc, on a tous les détails ici. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, maintenant qu'on regarde ça, quelles sont les premières choses que j'ai envie de faire? Un petit peu de nettoyage sur le devant. Hein. Il y a des petites ombres que l'on voit comme ici, là. Sur la bordure en bas, je suis très très pointilleux sur les bordures des photos. Et donc, j'ai créé un calque pour gérer ça. Voilà. Tu vois certaines choses changer qui, à mes goûts, attiraient le regard. Alors, comme j'avais coupé, en fin de compte, une partie de la photo sur la droite, eh bien, j'avais quand même un petit peu de luminosité ici. Ça attirait bien sûr le regard. Il a fallu que je gère ça. Et donc, j'ai supprimé ceci. Ensuite j'ai géré quelque chose, mais je t'avouerai que je ne l'ai pas géré à ce moment-là. Je suis revenu dans Photoshop après coup, parce qu'une fois dans Lightroom, quand on y retourne dans Lightroom, on va modifier la luminosité de certaines parties de la photo. Et je me suis rendu compte qu'il y a ce sentier, hein, que je connais très bien, ce sentier ici qui remonte et qui nous permet de gravir le sommet. Et j'ai hâte d'y retourner cet hiver quand ça sera un peu plus enneigé. Avec les crampons et le piolet, ça va être super là, dans cette crevasse ici.
Bref, le sentier qui est là, il devient trop lumineux. Donc du coup, eh bien, je l'ai traité. Alors comment je le traite? Tout simplement, j'ai une technique qui consiste à utiliser le pansement, à supprimer en fin de compte l'élément que je ne souhaite pas avoir, et ensuite à changer l'opacité de mon calque pour pouvoir le faire réapparaître. Donc ainsi, comme ça, tu vois, ça l'a diminué. C'est comme ça, je me retrouve à avoir 38%. Ensuite, j'ai fait la même technique pour la station de ski. Et oui, il y a la station de ski qui est ici. Bon, en soi, elle ne me dérange pas, elle est petite, c'est vrai, mais il y a des points lumineux et bon, j'ai pas forcément envie que ça attire trop le regard. Donc, j'ai fait la même chose et ça obtient ça. Elle est toujours là, hein. Si on zoome dessus, elle est toujours là, mais au moins les points blancs, etc. ont été diminués. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il y avait le ciel quand même à traiter. Alors, le ciel, il y avait aussi bien à droite qu'à gauche, même si à gauche, c'est plus évident. Mais à droite, eh bien, cette percée bleue ne me plaisait pas. Il y avait quelque chose ici dans le coin également qui ne me plaisait pas. Et donc, j'ai géré ça. Alors, comment j'ai géré ici? Tout bêtement, le pansement, ça a été très facile pour générer ça. Il m'a généré un nuage tranquillement. Et puis ici, en utilisant l'outil de clonage pour affiner les choses. Ça, c'est pour la droite. Pour la gauche, eh bien, pour la gauche, ça a été un petit peu délicat. Ça, j'ai fait au départ, pareil, dans la même technique, avec le pansement. Et puis, j'ai eu quand même pas mal de soucis. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à obtenir un résultat qui était bien propre, avec du relief, etc., dans les nuages. Et donc, du coup, il m'a demandé de faire preuve d'un peu d'ingéniosité. Ce qui est souvent le cas en fait dans Photoshop, il y a des tâches que tu fais très facilement, etc. Tu utilises des outils, mais des fois tu es confronté à des situations qui te demandent de réfléchir et de trouver différentes initiatives, différentes stratégies en fin de compte pour arriver à remporter un challenge, pour contourner un problème que tu rencontres. Et là, eh bien, j'ai eu l'idée en fin de compte d'utiliser le ciel existant. Et je me suis dit, je vais utiliser le ciel existant et puis je vais l'étirer. Voilà, et recouvrir en fin de compte cette partie-là. Et comme c'est un ciel existant, ça veut dire qu'il a déjà de la texture et tout, eh bien ça devrait aller. Donc du coup, j'ai créé un calque à partir de tout ce que j'avais fait auparavant, tous les traitements. Et puis, je l'ai étiré. Alors si je l'affiche, là, le calque, ça te paraît un peu bizarre, hein, mais regarde, si je fais comme ceci, tu vas pouvoir voir la taille de l'image. Tu vois que je l'ai étiré sur la gauche, étiré un petit peu sur la droite et un petit peu étiré vers le bas. Ce qui nous permet en fin de compte de remplir cette partie-là. Mais bon, comme tu peux voir, c'est pas propre, hein, bien entendu. On se retrouve à avoir des duplicats de choses qui sont pas bonnes. Mais c'est pas grave, parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, j'utilise une autre version. Donc j'ai généré un autre calque qui se base sur tout ce que j'avais en dessous, sans bien sûr ce calque-là. Et celui-là, avec un masque de fusion, j'ai dit, maintenant, tu appliques les transformations du calque 6 là, uniquement dans cette partie-là. Et là, regarde ce que ça va donner. Hop, j'affiche ça. Alors, si tu demandes comment ça se fait que ça applique, là, c'est simplement que c'est inversé. La partie qui est noire ici, hein, de ce calque-là, bien sûr, elle n'est pas, elle est transparente, entre guillemets, et elle prend l'information qui provient du calque 6. Voilà, c'est comme ça que je gère les choses. Et puis ensuite, il y avait quand même un petit peu de nettoyage à faire, et donc je l'ai fait, ça donne ça, voilà. Alors là, j'ai rajouté en plus un clonage de ce que j'avais à gauche, à droite ici. Ça te permettait de donner un petit peu plus de texture ici, même si là, ça paraît pas forcément naturel. Tu verras qu'au final, ça le fera. Et puis, j'ai regroupé en fin de compte tous ces traitements-là dans un groupe que j'ai appelé Sky en anglais, donc qui veut dire le ciel. Et puis, j'ai utilisé un masque de fusion pour affiner, pour m'assurer que les transformations que je faisais à l'intérieur de ce groupe se contenter d'être uniquement dans le ciel, et ainsi, eh bien, quand j'avais d'autres modifications à faire sur la photo, qui était par exemple sur le devant ici, je pouvais quand même utiliser les différents calques que j'avais déjà créés. Tu me suis jusque-là? Ça, c'est dans Photoshop. Ensuite, on retourne dans Lightroom, et dans Lightroom, eh bien, je me retrouve à avoir donc cette version-là. Voilà. Et là, eh bien, il y a eu plusieurs choses à faire au niveau de la luminosité, dans le ciel également, mais aussi sur toute l'image. Alors, je vais faire un par un parce que ça n'aurait pas de sens, mais la première chose, si tu veux, que j'ai faite, je vais passer à la version finale et tu vas pouvoir comprendre. En fin de compte, j'ai quatre masques. Le premier masque, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher tous les masques comme ceci, voilà.
Le premier masque, ça a été en fin de compte d'augmenter la luminosité de mon premier plan. Voilà. Et là, j'ai fait ça. Comment je l'ai fait? Tout simplement en jouant avec le blanc. Hein. Voilà, j'ai augmenté le blanc. Le blanc, on a tendance à ne pas l'utiliser assez. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce curseur de blanc. Voilà. Donc ça, c'était pour le blanc. Et puis ensuite, j'avais envie d'augmenter la luminosité dans mon coin à gauche. Alors, ça peut paraître un petit peu... aller à l'encontre de ce que j'ai fait auparavant dans Photoshop, mais non, parce que, regarde, si on a ma lumière, elle vient quand même de gauche, donc j'ai quand même besoin que le ciel ici soit plus lumineux que ce qu'il y a à cet endroit-là. Et donc, pour faire ça, eh bien, j'ai utilisé un masque radial, et puis... j'ai augmenté donc la luminosité. Voilà, donc j'ai augmenté l'exposition et puis j'ai abaissé les ombres pour gagner quand même un petit peu de relief un petit peu là-dessus. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, il fallait corriger les hautes lumières, ce que l'on avait en haut par exemple. Et donc voilà, ça j'ai corrigé ici. Et ensuite, on avait un dernier. Et sur le dernier, simplement parce que je me suis aperçu que cette partie-là, à droite de la photo, hein, ici, elle était un petit peu trop lumineuse. Et je t'avouerai que je m'en suis rendu compte quand après coup, hein, je suis revenu à ma photo et puis je l'ai vu. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai géré la luminosité. Voilà. Et donc au final, eh bien, je finis par avoir tout ça. Et je dois dire que le résultat me plaît quand même pas mal du tout. Hein. Si on affiche ça en grand, là, le temps que ça charge, on ressent bien l'ambiance de ce matin-là, ou de ce midi-là, hein, puisqu'on était aux alentours de 11 h par là. Et je trouve que c'est quand même très, très naturel. Alors, comme tu le sais, hein, quand j'arrive à ce niveau-là, à avoir poussé tout ce qui pouvait être fait sur la photo, généralement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que je vais aller jusqu'à donner vie à la photo, et ce que j'ai fait avec, bien sûr, un tirage. Alors, j'ai décidé de faire ce tirage. Bien sûr, ça allait être sur un papier mat, c'était évident, mon papier Fine Art. La question, c'était de savoir sur quel papier j'allais le faire. Et là, j'ai décidé de partir sur un papier mat qui a un petit peu de texture. Pas beaucoup, mais un petit peu de texture. Ça permet de donner un petit peu de volume dans les nuages. Ça permet aussi de récupérer un petit peu de texture sur le parterre. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça ne donnera rien, bien sûr, à la vidéo, bien que tu ne vois pas qu'il n'y a pas de reflet, bien entendu. Mais au niveau de l'éclairage que j'ai pour enregistrer cette vidéo, c'est pas forcément terrible. Mais en tout cas, l'image y ressemble comme ce que j'ai à l'écran. Et j'en suis vraiment très, très satisfait. C'est un très, très beau souvenir que cette photo-là. Donc voilà, c'était cette... première partie de comment on peut utiliser un premier plan pour construire sa photo. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Tu sais que j'adore les commentaires. Et puis, en attendant la fin de la semaine, oui, dans une semaine, voilà, va sortir la prochaine partie, c'est-à-dire la partie 2, où on ira faire une autre photo, pareil, au même moment, dans ce type de paysage, où on va pouvoir mettre quelque chose en premier plan et essayer de construire justement une photo de cette manière-là. Donc en attendant, eh bien, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers!